Donc bonjour à tous, merci d'être si nombreux en ce vendredi matin. Donc comme vous le savez, nous commençons les travaux de la territorialisation de la planification écologique. Enfin, on commence le travail encore plus concret puisque vous avez peut-être déjà participé au groupe de préfiguration et on a une méthode globale qu'on a validée lors de la COP régionale qui a eu lieu le 27 novembre dernier avec le ministre Monsieur Béchu, le préfet, le président de région. Donc cette démarche, elle est importante, elle est structurante. C'est une démarche qui est coportée État-région. Donc, les collègues de l'État, de l'ADREAL, de l'ADRETS, de la DRAF, du SGAR, donc se joignent à moi pour cette introduction. Donc, on vous fait une introduction courte pour laisser un maximum de temps à la présentation de Monsieur Guillot. Mais c'est vraiment une démarche qui est coportée État-région. L'idée, en deux mots quand même, c'est d'arriver à un plan de transformation écologique et énergétique du territoire en associant tous les acteurs. Donc, la réussite, elle pourra se faire qu'ensemble. On ne pourra pas faire des silos, soit d'acteurs, soit des silos d'activités. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir un travail tous ensemble avec les collectivités, avec les entreprises, avec les agriculteurs, avec les associations, avec les particuliers. C'est une condition nécessaire à la réussite de ce projet global. Il faudra qu'on prenne également en compte tous les enjeux de façon simultanée, donc les enjeux d'atténuation avec l'objectif de décarbonation, mais aussi des enjeux d'adaptation, et on va le voir avec la présentation de ce matin, des enjeux de biodiversité, de préservation des ressources, eau, air, déchets, sol. Donc sur la méthode, vous avez reçu des invitations pour les groupes de travail qui vont commencer la semaine prochaine. Et l'idée qu'on avait eue au sein de l'équipe projet, et puis un retour aussi des groupes de préfiguration, et un retour d'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, c'est que ceux qui savent, veulent agir. Donc, il y avait un besoin, une nécessité peut-être, comme en plus on a essayé d'élargir un peu le champ des acteurs à des acteurs peut-être un petit peu nouveaux par rapport aux personnes avec lesquelles on avait l'habitude de travailler. Donc ça nous paraissait important de proposer des séquences d'informations sous ce format webinaire assez court pour, tout au long de la démarche, vous apporter des données ou des informations un peu transversales. Et c'est l'objet ce premier webinaire sur les enjeux du changement climatique sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour les aspects pratiques, donc on va respecter le timing. Donc on finira à 10 heures si vous avez d'autres réunions ensuite. On est preneur aussi par rapport à ce que j'ai dit juste avant, si vous avez des besoins, des attentes de d'autres webinaires, aussi, on essaiera d'y répondre au maximum. Également sur le format, si le vendredi matin comme ça, c'est plutôt un bon format, il vaut mieux le soir ou à d'autres moments de la journée. Ce webinaire va être enregistré, donc en participant, alors je ne sais pas si le logiciel vous l'a dit, mais vous acceptez d'être enregistré et on essaiera de diffuser ce webinaire en replay pour ceux qui n'ont pas pu participer ce matin. On aura un temps de questions-réponses à la fin par des questions écrites que j'essaierai de reformuler. Et si on n'a pas le temps de répondre à tout, on vous fournira les réponses par écrit à la suite de la réunion. Et vous pouvez aussi les poser au fur et à mesure, et si nécessaire, donc j'interrogerai Monsieur Guillaume. J'espère que j'ai rien oublié pour l'introduction. Donc, on a le plaisir d'accueillir ce matin, en plus de nombreux participants, Monsieur Joël Guillot, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, donc directeur de recherche émérite, directeur également de recherche au CEREG, donc le Centre européen de recherche et d'enseignement et de géosciences de l'environnement, à Marseille, ex-Marseille. C'est également un auteur spécial du rapport du GIEC. Il est coprésident du GREC Sud. Donc, je ne peux pas lister toutes ces récompenses en plus, mais c'est vraiment un très grand plaisir et je le remercie très sincèrement au nom de toute l'équipe projet de cette démarche d'avoir accepté d'intervenir ce matin avec nous. Et j'espère qu'il va vous convaincre de la nécessité à agir. Donc, malheureusement, les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Et on aura ensuite l'ensemble des groupes de travail pour proposer des solutions. Merci à tous et je laisse la parole du coup à Joël. Merci Johan pour cette présentation et merci à tous d'être présents et merci pour l'invitation. Je vais essayer de tenir mon temps le mieux possible. D'abord, vous brossez un tableau global du réchauffement climatique et en même temps de la perte de biodiversité parce que ce sont deux phénomènes qui agissent en parallèle. Vous voyez ces bandes de couleurs, plus c'est rouge, plus c'est chaud, c'est depuis 1970, une bande par année. Et en dessous, vous avez des bandes de biodiversité, plus c'est vert, mieux la biodiversité se porte. Et vous voyez que
en parallèle de l'état de la température qui va en augmentant, on a une diminution de la biodiversité. On peut dire que 69% de plusieurs organismes vivants, comme les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles, les amphibiens, ont disparu depuis 1970. Donc la biodiversité se porte très mal et le climat aussi. Ce n'est pas le climat qui agit directement sur la biodiversité, il agit de plus en plus, mais c'est surtout les activités humaines qui agissent à la fois sur le climat et sur cette biodiversité. Je reviendrai un petit peu plus tard sur tout ça. Et alors, la NOAA, qui est l'Office américain sur l'atmosphère et l'océan, publie jour après jour l'état de l'océan moyen. Et vous avez ici sur la figure, chaque ligne représente une année, depuis janvier jusqu'à décembre. Ce sont des valeurs journalières, donc c'est la moyenne de tous les océans du monde. Et vous voyez que l'année 2023, en orange, dépasse très largement toutes les années grises, donc c'est-à-dire toutes les températures qu'on a eues à la surface de l'océan avant. Et disons que l'année 2023 est sortie un petit peu du nuage des années précédentes à partir du mois de mars. Et grosso modo, elle est restée à peu près à 0,2-0,3 degrés au-dessus de l'année la plus chaude antérieurement. Et on voit qu'en 2024, ça démarre déjà très fort, puisqu'on est déjà à peu près à 0,3 degrés au-dessus de 2023. Donc, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un gros problème de changement d'état, ce qu'on appelle une bifurcation. Le climat est en train d'évoluer complètement vers des niveaux qu'on n'attendait pas aussi vite, en tout cas. Et c'est assez inquiétant parce que l'océan, par définition, c'est quelque chose d'assez inertiel. L'océan, ça met du temps avant de changer de température en positif ou en négatif. Or là, on voit des sauts qui sont assez brutaux. Donc, si ça se confirme, on peut se poser de grosses questions sur l'avenir de la vie sur Terre. Alors, les activités humaines qui conduisent à un réchauffement, pas toutes en fait, on en a aussi qui conduisent à un refroidissement. Et vous avez ce graphique ici qui vous montre que le réchauffement qu'on mesure depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire depuis le moment où on a commencé à utiliser du charbon, eh bien, on a une augmentation globale de la température de 1,1 degré. Et ce 1,1 degré, en fait, ça correspond à un réchauffement de 1,9 et un refroidissement de 0,8. Alors, le réchauffement, c'est lié à quoi? C'est lié aux gaz à effet de serre. Le principal, c'est le dioxyde de carbone, qui est à peu près responsable de 0,8 degrés de réchauffement. On a ensuite le méthane, et puis différents autres gaz qui sont présents en petites, vraiment très petites traces dans l'atmosphère, mais qui sont très actifs. Et donc tout ça, ça nous fait ce 1,9. Et le 0,8, eh bien, c'est la pollution. C'est le dioxyde de soufre, c'est des particules qu'il y a dans l'atmosphère. Eh bien, ça fait un refroidissement de 0,8 degrés. Et le bilan, ben, ça fait 1,1. Et ce saut brusque qu'on voit dans les océans, ça pourrait être dû à plusieurs facteurs. Un de ces facteurs, c'est pourrait lié au fait que la pollution a tendance à diminuer. Donc, en diminuant la pollution un peu partout sur Terre, eh bien, on favorise le réchauffement puisqu'on diminue le refroidissement. Ce ne reste qu'une hypothèse. D'autres hypothèses sont le El Niño. Depuis 2-3 ans, on est dans une phase El Niño assez active. C'est un phénomène qui a lieu sur le Pacifique et qui maintient ce Pacifique en un état de température assez élevé. Et c'est un phénomène assez périodique. Et pour l'instant, on est vers la fin de El Niño. Ça pourrait expliquer une partie de ce réchauffement important de l'océan. Et puis, une troisième raison, c'est que finalement, on est dans ce qu'on appelle en anglais un tipping point, donc une bifurcation. On passe d'un état antérieur à un nouvel état qui est encore largement inconnu et qui pourrait être responsable de ce saut brusque. Alors maintenant, très rapidement, je voudrais insister sur le fait que l'importance de la science dans tout ça et pour pouvoir transférer la science qui est vraiment très, très fournie, il y a différents organismes dont vous avez entendu parler
le GIEC par exemple, hein, le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui fonctionne depuis 1990 et qui fournit régulièrement des rapports sur l'état du climat sur le monde. Et depuis quelques années, eh bien, on a fondé un groupement qui s'est focalisé sur la Méditerranée, qui s'appelle le MEDEC, et puis à peu près en même temps sur la région sud, qui s'appelle le GREC Sud. Et les informations que je vais vous donner, eh bien, sont basées sur les compilations faites par ces différents groupements. Je voudrais aussi insister sur euh, une quelques messages qui sont venus récemment de la Cour des comptes qui a publié son rapport de 2024 et qui insiste beaucoup sur l'importance de la recherche. Et en même temps, il dit que la stratégie nationale en matière d'adaptation reste encore relativement faible. La recherche est très abondante, mais elle tarde à être mise en application. Donc, c'est évidemment au niveau de la région sud l'objectif de votre participation. Et il faut rééquilibrer en gros les recherches locales en adaptation sur la santé, les villes, l'outre-mer et les domaines intégrateurs. Par exemple, il faut absolument voir l'adaptation et l'atténuation comme étant deux facettes d'un processus commun. Et c'est ça la meilleure chance pour que ça fonctionne. Et un de ces messages, c'est que les Grecs, les groupes régionaux d'experts sur le changement climatique, eh bien, ont un rôle important à jouer et il faut que au niveau national qu'au niveau régional, eh bien, ces Grecs soient mis en contribution. Ils fournissent des informations importantes au niveau du climat local et il faut que ce soit pris en compte par les autorités régionales et les collectivités en général. Alors, il parle aussi de hiérarchiser les services climatiques. Les services climatiques, ce sont des outils qui proposent des aides à la décision, en particulier des projections climatiques pour la région. Météo France l'a fait pour les différentes régions françaises et je vais vous présenter une diapo là-dessus. Et ces services climatiques doivent être vraiment utilisés pour obtenir les meilleures décisions qui soient au niveau local. Alors, très rapidement, peut-être je vais faire un petit rappel, comment travaille le GIEC, puisque c'est quand même le GIEC qui est la courroie de transmission du savoir des scientifiques vers les décideurs. Il faut savoir que le GIEC fonctionne de manière complètement transparente, complètement codifiée. Et, le GIEC n'effectue pas de recherche, mais il compile toutes les recherches qui ont été faites et il y a une grande traçabilité de ces recherches. C'est-à-dire que quand vous avez un message du GIEC, c'est très facile, enfin, en y mettant un petit peu de temps quand même, mais de retrouver la source de ce message et voir vraiment quels sont les travaux qui étaient ces messages. Et les travaux du GIEC sont évalués par les pairs, c'est-à-dire que d'autres chercheurs qui n'ont pas participé à l'écriture des rapports évaluent le rapport et font des propositions pour l'amélioration de ces rapports. Les auteurs sont nommés par les gouvernements et ils sont sélectionnés par le secrétariat du GIEC et un comité scientifique pour leurs compétences, leur multidisciplinarité et leur diversité. Donc, il faut que tous les pays soient représentés, qu'il y ait des représentants masculins et féminins, et toutes les sciences, aussi bien sociales que sciences naturelles, soient également représentées. Et il y a trois groupes de travail. Le premier travaille sur la physique du système climatique, le deuxième sur l'adaptation et les impacts d'adaptation et la vulnérabilité, et le troisième sur l'atténuation du changement climatique. Et chacun de ces trois groupes produit un rapport, un très gros rapport, hein. Chacun fait à peu près 3000 pages, avec un résumé pour les décideurs, c'est-à-dire les messages clés en 20-30 pages qui sont publiés, dont la presse se fait le relais à chaque fois. Donc, et ces rapports-là sortent à peu près tous les 7-8 ans. Le dernier est sorti en 2023. Alors, le MEDEC fait un peu la même chose et il utilise les mêmes méthodes de travail, mais en se focalisant sur la Méditerranée. Alors, vous pouvez vous dire pourquoi il a fallu faire un groupe spécial pour la Méditerranée. Eh bien, la Méditerranée, on considère souvent que c'est un petit monde en soi qui représente un petit peu tous les avantages et toutes les faiblesses
du monde entier. Et en particulier, vous avez une mer, autour vous avez des continents, vous avez au nord des continents qui sont des pays qui sont développés et au sud des pays qui sont en développement, qui sont moins riches. Et ce déséquilibre, eh bien, c'est celui qu'on peut retrouver également à l'échelle du monde. Et le GIEC n'a jamais vraiment étudié la Méditerranée en tant que telle. La Méditerranée est partagée entre trois continents. Ils sont en train de changer, mais justement sous l'impulsion de MEDEC. Et ça a un gros avantage de voir un peu les flux qui sont aussi bien de matière que des flux intellectuels et aussi de pollution entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, c'est le même processus de sélection des chercheurs. Il a produit un premier rapport qu'on appelle Mediterranean Assessment Report. C'était en novembre 2020, qui a été écrit par 190 auteurs volontaires. Et on est en train d'écrire maintenant des rapports spéciaux. Et bientôt, on va s'atteler à un deuxième rapport global qui sera la suite du premier. Et au niveau local, alors le Grec Sud c'est une initiative qui vient de la région et de l'ADEME, c'était en 2014. Ouais, je crois qu'on était un des premiers de France, non? C'est ça? Non, le deuxième. Le premier, Ah, c'était après Aquitaine? l'Aquitaine. Oui. C'est ça. Dans Et les donc, premiers, sur le podium. voilà. Et donc, la région euh, sud, qui s'appelait pas encore sud à l'époque, a fait un peu une enquête pour savoir quels étaient les chercheurs qui travaillaient sur la région dans les universités, les laboratoires, etc. Et j'ai été approché avec les chercheurs et on a mis en place ce Grec Sud. On a démarré avec un salaire payé par enfin, nos principaux financeurs, c'est la région et l'ADEME. Maintenant, on a d'autres financements et maintenant, il y a 5 personnes qui sont payées pour travailler, pour faire ces compilations sur l'impact des changements climatiques sur différents aspects du climat et les ressources en eau, l'agriculture, etc., au niveau de la région. Et c'est sur ces informations qui sont compilées dans des cahiers dont vous voyez les premières pages sur l'écran et qui sont disponibles gratuitement, évidemment. C'est des PDF que vous pouvez télécharger sur le site du Grec Sud. Alors, justement, on va arriver un peu à quelques informations. On a la chance à Marseille d'avoir une longue série climatique qui a démarré au milieu du XVIIIe siècle. Et vous voyez la température de Marseille Observatoire. Ça se passe à l'observatoire du Palais Longchamp. Et bon, après, la station météo a été déplacée à différents endroits. C'est les différentes couleurs que vous voyez. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, pendant très longtemps, jusqu'à à peu près en 1900, la température oscillait autour de 14 degrés. Et puis, il y a eu une première augmentation au début du XXe siècle. Et puis, une deuxième augmentation à partir des années 80. Et actuellement, eh bien, le réchauffement se fait à peu près de 0,3, 0,32 degrés par décennie. Ça veut dire qu'en 30 ans, eh bien, le climat se réchauffe de 1 degré. Donc, on est déjà actuellement à peu près à 16 degrés et demi, ce qui nous fait un réchauffement de 2 degrés et demi par rapport à la période pré-industrielle. Et si maintenant on se focalise sur le mois le plus chaud, l'été, eh bien, le réchauffement est encore plus fort. L'évolution est à peu près la même, mais on est à 3,3 degrés de réchauffement. Donc ça, c'est vraiment une particularité méditerranéenne et qui fait que on est dans une région qui est tout à fait particulière par rapport au reste de la France. C'est l'été qui est déjà la saison la plus chaude en temps normal, avant ce réchauffement climatique. Eh bien, c'est lui qui se réchauffe le plus fort. Il faut savoir que, par exemple, c'est le nord de la France, c'est plutôt l'hiver qui se réchauffe le plus vite. Donc, là où il fait déjà chaud, eh bien, il va encore faire plus chaud, avec des conséquences importantes sur les canicules et la vie pendant toute une saison estivale où ça devient de plus en plus difficile. Alors, les projections pour le futur, eh bien, vous voyez en gris, ce sont les estimations à partir de modèles climatiques qui sont faites depuis 1950 jusqu'en 1910.
parce que ça, ce sont des projections fournies par le site DRIAS de Météo France, qui, qui présente encore des données relativement anciennes qui ont été figées, si vous voulez, en 2013. Mais depuis 2013, on a d'autres données, évidemment, puisqu'on est en 2024, et la courbe bleue foncée vous montre les observations. Alors, vous voyez que là où il y a des estimations par les modèles, vous voyez que la courbe bleue et la courbe noire sont assez proches, donc les modèles climatiques fonctionnent assez bien. Par contre, depuis 2010 jusqu'à 2023, vous voyez que la courbe bleue a tendance à augmenter plus vite que les courbes de couleur. Ce qui veut dire que finalement, le réchauffement climatique est en train de s'accélérer. Et ça, c'est indiqué par le premier rond qui est indiqué sur la figure. Et le deuxième rond vous montre en fait que les trois couleurs, alors j'ai oublié de vous dire ce que ce sont ces trois couleurs, ce sont trois scénarios, parce que pour faire des projections dans le futur, eh bien, il faut connaître quelles vont être les mesures qu'on va prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si on réduit fortement les émissions de gaz à effet de serre, on va satisfaire l'accord de Paris qui a été signé en 2015 et on va avoir un réchauffement qui ne va pas dépasser 2 degrés. Si on continue à émettre comme on a toujours émis, eh bien, on arrivera plutôt à 6 degrés en valeur globale. Et puis en jaune, vous avez un scénario intermédiaire. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que entre 2020 et 2040, les trois scénarios sont assez superposés. Ce qui veut dire que les efforts qu'on va faire maintenant, qu'on fait maintenant et qu'on va continuer à faire, eh bien, ça ne se verra pas avant 2040. Les trois courbes de couleur vont commencer à se dissocier seulement à partir de 2040. Ces efforts sont nécessaires pour notre futur, mais on ne verra les résultats que plus tard, et ça complique un petit peu la décision politique. Et voilà ici les projections de Météo France pour la région sud. Vous avez à gauche le scénario de référence, c'est-à-dire l'observation de, de 1976 à 2005. Donc évidemment, vous voyez les plaines beaucoup plus chaudes que la montagne, tout ça est bien normal. Et vous avez trois projections euh, à droite de cette référence pour un réchauffement global de 1,5 degré, de 2 degrés et puis de 3 degrés. Alors, vous avez sans doute entendu parler le ministre de l'Environnement, M. Béchu, qui a dit il faut se préparer, il faut adapter la France à un réchauffement de 4 degrés. Alors, évidemment, 4 degrés, c'est 4 degrés au niveau français. Et en gros, ça correspond à peu près à 3 degrés au niveau global. Et donc, en fait, il faut préparer la France à un réchauffement qui correspond à ce qu'on voit sur la carte de droite, avec un réchauffement qui est beaucoup plus fort sur la montagne que sur la plaine. Et ça, c'est des moyennes, mais on peut aussi regarder les canicules. Alors, les canicules sont composées de deux facteurs. Il y a les nuits tropicales. C'est surtout ça qui est délétère, parce que quand la température ne diminue pas en dessous de 20 degrés pendant la nuit, eh bien, c'est là qu'on a plus de maladies cardiovasculaires ou pulmonaires. Et c'est cette température minimale, en fait, qui sert d'indicateur. Et donc, les nuits tropicales sont définies comme étant des nuits où la température minimale reste au-dessus de 20 degrés. Et la deuxième composante, c'est les journées très chaudes. Et là, c'est la température maximale de la journée qui entre en jeu. Et c'est quand elle dépasse 35 degrés. Alors, pour définir une canicule, il faut que ça reste au-dessus de 35 degrés pendant plusieurs jours. Et donc, le nombre de nuits tropicales en moyenne sur la région sud, c'était 4 nuits. Et les journées très chaudes, c'est 0,3, pas nuit, mais jour. Là, c'est une erreur. Et eh bien, pour la fin du siècle, eh bien, on aura plutôt 43 nuits tropicales, avec une incertitude entre 35 et 53, et 11 journées très chaudes. Donc, vous voyez, on passe de 0,3 jours à 11 journées, donc ça va donner un nombre de canicules de plus en plus fréquent. Alors, je voudrais aussi attirer l'attention sur l'eau. C'est quelque chose de très important en Provence. Et on a beaucoup d'eau, qu'on gaspille d'ailleurs, essentiellement à cause du canal de Provence qui nous amène l'eau de la montagne. Alors, je me suis amusé à faire une petite simulation
en reprenant la série de Marseille Observatoire depuis 1750. Vous savez que la décision de construire le canal de Provence a été prise au XIXe siècle suite à des sécheresses particulièrement importantes. Et vous voyez sur cette figure, un peu après 1800, vous avez plusieurs années assez sèches où la courbe est assez bas dans le niveau, donc en dessous de 100 millimètres. Le paramètre, c'est les précipitations moins l'évaporation. Donc, c'est vraiment l'eau qui reste disponible. Eh bien, ces années-là ont motivé la construction du canal de Provence. Eh bien, maintenant, si on fait des projections dans le futur, selon les 3 scénarios dont je vous ai déjà parlé, eh bien, en scénario accord de Paris, on reste, c'est la courbe verte, on reste à peu près au niveau actuel, qui est déjà un niveau relativement déficitaire, mais ça reste gérable. Par contre, si on passe à un scénario très émetteur en gaz à effet de serre, c'est la courbe en rouge. Et là, on arrive à des situations pires que ce qu'on avait lors de la construction du canal de Provence. Donc, on risque d'avoir beaucoup de problèmes d'approvisionnement en eau. Et vous voyez sur les cartes à droite, eh bien, en hiver, on a des projections qui sont à peu près correctes, c'est-à-dire que soit les précipitations vont être à peu près équivalentes à la référence ou bien un petit peu au-dessus. Par contre, en été, c'est du brun, orange-brun, et vous voyez que là, on est en déficit. Et en moyenne, en été, c'est un déficit de 18%, alors qu'en hiver, on a plutôt un dépassement de plus 8%. Et alors, cette eau qui nous vient de Provence, eh bien, elle est directement liée à la neige. Et si on va regarder ce qui se passe justement en montagne, là où justement l'eau du canal de Provence se forme, eh bien, vous voyez que le manteau neigeux en moyenne montagne a tendance à diminuer. On était avant 1980 à peu près à 150 mm en équivalent eau, et maintenant on est passé à moins de 100 mm. Donc, dans des situations pareilles, eh bien, l'eau qui sera de moins en moins disponible pour le canal de Provence. Et d'autant plus que si on fait maintenant les projections futures, vous avez en noir, c'est la moyenne de 1981 à 2010. Et en orange, vous avez 61 de 90. Donc, vous voyez déjà que sur 81-2010, on a un déficit assez important. Là, ici, le déficit, il est particulièrement important au printemps, là où, quand la neige se met à fondre. Et si on fait des projections dans le futur, vous avez les barres en vert ou en gris, eh bien, le déficit est encore plus important avec des diminutions en 2030 de moins 42 à moins 65% et en 2080 de moins 69 à moins 89%. Donc, là, ça va vraiment poser un problème de disponibilité en eau. Et justement, euh, si on parle de disponibilité en eau, ça vaut la peine d'aller voir qui sont les consommateurs d'eau en région. Eh bien, c'est essentiellement l'agriculture, 66%. Ensuite, c'est l'eau du robinet, si vous voulez, notre utilisation quotidienne, 22%. Et puis, l'industrie, 9%. Et les prélèvements s'élèvent à 3,5 milliards de mètres cubes par an. Et vu qu'il va y avoir des baisses de recharge des aquifères, des baisses d'eau disponible dans le canal et dans les rivières, eh bien, il va falloir se mettre autour de la table et définir des priorités, essayer de régler les problèmes potentiels de conflit d'usage. En plus, cette eau, elle a tendance à se réchauffer et elle devrait se réchauffer de 2 à 3 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui veut dire que on va avoir une perte importante pour le refroidissement des centrales électriques, en particulier nucléaires, puisque si l'eau est plus chaude, eh bien, le pouvoir refroidissant est moins élevé. Donc, ce sont des problèmes à la fois de disponibilité en eau pour les agriculteurs, pour notre usage personnel, et en même temps pour la production d'énergie. Alors, le message qu'on peut tirer de ça, eh bien, c'est reconsidérer notre rapport à la nature. C'est ça qui doit être la base d'un vrai plan d'adaptation. Alors, je lis la phrase que vous pouvez trouver
dans les fiches que le Grec Sud a rédigées sur toutes ces problématiques-là pour essayer d'être le plus synthétique possible, c'est que notre rapport à l'eau et au vivant mérite également d'être considéré. Face à des besoins grandissants et à une disponibilité en eau de moins en moins prévisible, nous devons réinventer ses usages et son partage, ralentir son écoulement, l'infiltrer dans les sols et les sous-sols, laisser un espace de liberté aux rivières, recréer des plaines inondables, restaurer les zones humides du sommet des montagnes jusqu'à la mer. Cette eau, pour la nature, ne doit plus être considérée comme une variable d'ajustement de nos systèmes de production, mais bien comme la condition impérative d'une société résiliente face aux changements à venir. Alors maintenant, je vais passer à un autre domaine qui est la vulnérabilité de la mer Méditerranée. On a 700 km de côte en région, donc la mer, c'est vraiment très important. Et la mer Méditerranée a une caractéristique tout à fait particulière, c'est qu'elle se réchauffe beaucoup plus vite que l'océan global, que l'océan Atlantique en particulier. L'océan global, donc c'est la moyenne de tous les océans, s'est réchauffé grosso modo de 0,6 degrés depuis 1980. Eh bien, sur le même temps, eh bien, la Méditerranée s'est réchauffée de 1,2 degré. Donc, c'est énorme, si bien que chaque année, en fait, on a des canicules marines avec des effets délétères sur la vie marine, sur les coraux, les gorgones, les poissons, etc. Parallèlement à ça, on a l'acidification. Ça, c'est pas quelque chose de particulier à la Méditerranée, c'est simplement les océans captent une partie du CO2 qui est émis par les activités humaines. Et ils captent à peu près 25% de ce qu'on émet. Donc, si les océans n'étaient pas là, au lieu d'avoir, on est à peu près à 420 ppm de CO2 dans l'atmosphère, partie par million, donc un millionième, eh bien, on serait à 25% en plus. Et il y a 25% aussi qui est absorbé par la végétation terrestre. Donc en fait, si on n'avait pas le vivant, on aurait le double de CO2 dans l'atmosphère. Mais ce CO2 qui est capté, eh bien, il acidifie l'eau. Et l'acidification de l'eau plus la température élevée, eh bien, c'est complètement néfaste à la vie marine, en particulier les récifs coralliens, les gorgones, les, les, tous les organismes à coquilles de calcaire. Par exemple, à la fin du siècle, on ne pourra plus cultiver des moules parce que la coquille des moules deviendra trop fragile. Un autre problème aussi, c'est la Posidonie. La Posidonie nous protège de beaucoup de choses. C'est un habitat pour la biodiversité, c'est un puits de carbone et elle nous protège également contre l'érosion littorale. En particulier, au printemps, vous avez ces nappes d'herbiers de Posidonie sur les plages. Eh bien, on ne devrait pas les enlever parce que ça nous protège de l'effet des vagues. Eh bien, cette Posidonie est actuellement en mauvais état. Et donc, il faudrait aussi vraiment la restaurer et la protéger. Il y a à peu près 265 km² de Posidonie en région. Elle séquestre 200 000 tonnes de carbone par an. Ce n'est pas du tout négligeable. C'est à peu près 3 fois plus que la végétation terrestre. Donc, ça vaut vraiment la peine d'agir là-dessus. C'est à la fois de l'adaptation et de l'atténuation. Et on a aussi un autre problème en Méditerranée, c'est la migration d'espèces tropicales. Euh, on a la connexion par le détroit de Gibraltar, par aussi les bateaux qui amènent aussi des espèces tropicales avec eux, et aussi depuis le creusement du canal de Suez, eh bien, on a des espèces qui passent de la mer Rouge jusqu'à la mer Méditerranée. Alors, pendant longtemps, les espèces tropicales sont restées à l'est, parce qu'il fait plus chaud à l'est qu'à l'ouest, mais maintenant, la température a même tendance à augmenter plus vite à l'ouest qu'à l'est, eh bien, ces poissons tropicaux comme le barracuda, la girelle pan, l'algue brune, mais aussi des microalgues toxiques, arrivent chez nous. Et puis, avec l'augmentation de la température de la mer, on risque d'avoir de plus en plus d'ouragans méditerranéens, un peu équivalent à ce qu'on a dans le golfe du Mexique, hein, ces fameux ces tempêtes tropicales du golfe du Mexique. Eh bien, ici, en Méditerranée, on appelle ça les médicaines. Donc, c'est la contraction de méditerranéen et de hurricane, qui est le mot anglais.
Donc, c'est des risques en gros, qu'on va avoir de plus en plus en Méditerranée. Alors, la montée du niveau de la mer, vous avez ici les cartes qui sont fournies par le BRGM. Ce sont les endroits en rouge où il y a un risque de submersion. Ça ne veut pas dire que l'inondation est permanente, ça veut dire qu'on a un risque important. Actuellement, la Camargue, qui est en rouge, comme vous le voyez, a eu des inondations importantes tous les 20, 30, 40 ans. Et entre les inondations, eh bien, on peut restaurer l'agriculture, ça pose pas trop de problèmes. Par contre, si le niveau de la mer augmente de 0,5 mètres, ce qui est à peu près acquis, parce que c'est ce qui est prévu dans le meilleur des scénarios. Et comme le meilleur des scénarios, c'est l'accord de Paris, donc c'est certain qu'on n'aura pas mieux que ça. Le 0,5 mètres, c'est donc acquis. Et donc, vous voyez, en rouge, eh bien, on arrive beaucoup plus avec des risques d'inondation beaucoup plus au nord. Également, il y a l'étang de Berre, il y a la région de Toulon, presqu'île de Gien, et la région niçoise également. Et donc, vous voyez qu'avec 1 mètre de submersion qu'on pourrait avoir, eh bien, Arles est complètement dans le risque d'inondation. Et il y a des simulations qui ont été faites par une chercheuse de l'Université d'Aix-Marseille pour, euh, pour toutes les côtes de Marseille, en fait. Et vous voyez ici la zone de Prado Borelli, avec l'hippodrome de Borelli, qui, donc c'est les risques d'inondation si le niveau marin augmente de 41 cm. Donc c'est à peu près acquis qu'on aura des inondations régulière jusque dans l'hippodrome. Et en gros, la surcote de ce qu'on appelle des submersions marines, elle est de 1,62 m. Donc pour 41 cm d'augmentation du niveau de la mer, on a des surcotes de 1,62 m. Donc c'est toutes les régions qui sont à moins d'1,62 m, c'est celles-là qui sont en risque de submersion. Voilà, alors quelles sont les actions? Eh bien, comme je l'ai dit, les meilleures actions qu'on puisse avoir, c'est celles qui allient l'atténuation et l'adaptation. Je vous ai parlé des Posidonies. Eh bien, ça fait partie de ce type d'actions qui sont positives dans les deux facettes, atténuation et adaptation. Alors, évidemment, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a un problème important puisqu'on est dans une ville portuaire, Marseille, mais également Toulon. Eh bien, il faut que le transport maritime anticipe sa transformation énergétique pour tendre vers le zéro carbone en 2050. Actuellement, le transport maritime fait 3% des émissions globales. Donc ça, ce n'est pas uniquement pour la Méditerranée, hein, c'est l'ensemble du transport maritime. Et on va arriver à 17% si on continue sur la lancée actuelle. Le retrait de trait de côte est compris entre 10 et 30 cm par an. Donc, il va falloir relocaliser certaines activités agricoles, certains aménagements, certaines habitations. Par exemple, Sainte-Marie-de-la-Mer est une zone extrêmement vulnérable. Et tout ça, ça se prépare à l'avance, ça se planifie, ça coûtera de l'argent et il faudra évidemment travailler en concertation avec les gens qui sont concernés. Et ce que le GIEC pousse, et évidemment le Grec Sud également, ce sont des solutions d'adaptation fondées sur la nature, qui sont souvent moins coûteuses, porteuses de moins d'irréversibilité, favorables à un tourisme durable et à la protection des écosystèmes côtiers et à leur biodiversité, comme les dunes, les lagunes, les deltas, les forêts littorales et les zones humides. Donc c'est ça, les solutions basées sur la nature, c'est de restaurer toutes ces zones, et les herbiers de Posidonie en font partie, qui nous protège. Donc pour ça, il faut arrêter de construire trop près de la bordure de l'eau. Et évidemment, il y a un problème important de développement de la sensibilité de toutes les générations à leur environnement parce qu'il faut sensibiliser les gens que la vie ne va pas continuer comme elle a été jusque maintenant. Alors maintenant, si on parle d'agriculture, eh bien, l'agriculture, c'est 21 à 37% des émissions totales et on a 25% de déchets, c'est-à-dire que 25% de notre production part à la poubelle. Donc, il y a une possibilité importante de transformer notre agriculture pour pouvoir diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est quoi les émissions? C'est les fertilisants et puis c'est l'élevage. Donc, les fertilisants, eh bien,
on utilisera par exemple du carbone issu de compost de fumier plutôt que des engrais chimiques qui nécessitent beaucoup d'énergie et de pétrole pour les produire. Diminuer les déchets et on peut arriver, si en promouvant une agroécologie de plus en plus développée, on a la chance que la région sud est la première région bio en France. Donc, il faut continuer dans cette direction-là et on peut arriver beaucoup plus facilement à transformer vers une agriculture résiliente. Il faut savoir que les cultures qui sont dominantes en région, c'est la viticulture à 40%, l'arboriculture à 39%, et puis en élevage, eh bien, ce sont les ovins à 9%. Mais chose qui était absolument impensable pour nos ancêtres, la culture d'olivier maintenant demande de l'eau, demande de l'irrigation. Et c'est à la fois on a moins d'eau et la demande sera plus élevée. Donc ça impose d'être beaucoup plus sobre dans l'utilisation de l'eau. On voit déjà des changements. Les vendanges sont 3 semaines plus tôt qu'avant. On a des problèmes de gel tardif, des maladies qui se développent parce que les hivers sont trop doux. Les rendements diminuent. Et il faut aussi promouvoir l'autonomie alimentaire. Seulement 12% de notre alimentation est produite en local. Et il y a un régime qui est préconisé un peu partout, qui est le régime méditerranéen, où on favorise les légumes, les, les graines, etc., qui sont produites localement pour pouvoir avoir un comportement beaucoup plus sobre et beaucoup plus efficace pour plein de choses au niveau de l'agriculture. Eh bien, il faut continuer dans cette direction-là. Il faut gérer l'eau, puisque l'eau va manquer. Il faut être capable de réutiliser les eaux usées. Il faut aussi promouvoir la sobriété de l'utilisation de l'eau. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui doit se développer. Il faut changer notre système agricole et là, je peux dire en passant que l'écologie, ce n'est pas du tout en opposition avec l'agriculture. Au contraire, elle doit accompagner le développement d'une agriculture beaucoup plus résiliente. Alors Ouais, maintenant, je il y me a la permets de biodiversité. t'alerter. Il est Comment? déjà 9h45. Oui, Il est 9h45, donc il n'y a pas de questions pour l'instant en stock. Donc je pense que tu peux continuer la présentation, mais il est 9h45. d'accord. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, il y a la biodiversité. La biodiversité, c'est important parce que la Méditerranée, c'est un hotspot de biodiversité. 10% des espèces mondiales se trouvent dans le bassin méditerranéen. Et 65 à 85% des espèces nationales sont dans les trois régions méditerranéennes de France. Et les premiers problèmes pour la biodiversité, c'est le changement d'usage des terres et de la mer, c'est pas le climat. Le climat arrive en troisième position. Ensuite, il y a l'exploitation directe d'organismes, la surpêche, par exemple, c'est un des problèmes. Donc après le changement climatique, la pollution, et puis il y a les espèces exotiques envahissantes dont j'ai parlé tout à l'heure. Le changement climatique agit à différents niveaux sur le déplacement des espèces, la résistance, la phénologie, la quantité et la qualité de nourriture disponible, les habitats et les interactions entre espèces. Donc, c'est vraiment assez complexe et c'est vraiment important de prendre tout ça de manière intégrée et garder en mémoire que la biodiversité, c'est une aide absolument indispensable pour lutter contre le changement climatique. Il y a les milieux aquatiques qui sont importants. Je l'ai dit par exemple pour nous protéger de la montée du niveau de la mer, mais aussi au niveau plus à l'intérieur des terres. Malheureusement, 50% des zones humides ont disparu depuis 1990. Et puis il y a le sol. Le sol, je ne vais pas entrer dans le détail, mais le sol, c'est extrêmement riche en termes de biodiversité et il nous rend énormément de services, comme la régulation du climat. Il nous fournit des matières premières, de la nourriture, des antibiotiques, les éléments nutritifs pour les plantes. Enfin, vous voyez, c'est extrêmement important. Or, les sols sont de plus en plus artificialisés. Depuis 1982, une augmentation de 106%. Et finalement, un autre impact sur la biodiversité, ben, c'est les incendies de forêt qui vont augmenter. Et surtout, ce sont ce qu'on appelle des méga-feux qui vont augmenter fortement, c'est-à-dire des feux qu'on n'a pas encore vraiment ici. On a eu ça en 2003, mais en Sicile, par exemple, en Afrique du Nord, en Grèce,
ils en ont déjà assez, presque tous les ans, et c'est des feux contre lesquels il est difficile de lutter. Voilà. Alors, la région a un avantage, c'est que 59% de son territoire est fait d'aires protégées. Ce ne sont pas des aires protégées à 100%. Hein. Si on regarde uniquement la haute protection, c'est seulement 4 à 5% du territoire. Mais quand même, déjà, sur ces 59%, il se passe des choses, ne fût-ce qu'au niveau sensibilisation du public, c'est déjà extrêmement important. Et c'est un atout en fait de la région pour la biodiversité. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir revoir son rapport au vivant, suivre et expérimenter, réduire les pressions anthropiques, protéger et restaurer les écosystèmes pour une meilleure résilience au changement climatique, préserver et restaurer les continuités écologiques. C'est aussi un gros problème, c'est que les villes, toutes les zones artificialisées font des discontinuités et c'est très très mauvais pour la biodiversité. Bon, alors il y a diminuer les pollutions, etc. Les forêts, donc j'en ai déjà parlé. Il y a des forêts, évidemment, on est la région la plus vulnérable aux feux de forêt. Chaque fois que la température augmente de 1%, eh bien, on a 20% de départ en feu en plus. Et c'est surtout, évidemment, les zones littorales qui sont les plus vulnérables. Mais à côté des incendies, on a les dépérissements des forêts, en particulier en moyenne montagne, comme dans le Mont Ventoux, qui sont des forêts qui résistent mal aux sécheresses et aux chaleurs. Alors, la pollution, c'est quelque chose d'important et en gros, ça fait partie d'un package, si vous voulez, sur lequel il faut travailler au niveau des villes. 80% des habitants de la région sont dans des villes. Et vous voyez ici en jaune, ce sont les zones où la pollution est la plus importante. Et avec un indice de Atmosud qui s'appelle ICR, qui cumule un peu tous les types de pollution. Et à côté de la pollution, on a les inondations, on a les canicules, j'en ai parlé, avec ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Là où on a du bitume et du béton, eh bien, on augmente la température. Et tout ça a des effets importants sur la santé. Et les transports qui contribuent à la fois à la pollution et à la fois au changement climatique, donc les voitures individuelles, les poids lourds, à remplacer par des transports collectifs qui eux-mêmes ont aussi des vulnérabilités, mais moins que les voitures individuelles. Voilà. Et puis, il y a aussi restaurer la biodiversité urbaine qui permet aussi de s'adapter. Une ville qui a beaucoup de végétation est beaucoup plus facile à vivre, plus agréable à vivre qu'une ville où il n'y a que du béton et que des automobiles. Voilà. Donc, c'est une problématique importante, la ville, puisque 80% de la population vit dans des agglomérations assez denses. Et donc, les solutions, eh bien, évidemment, c'est les mobilités douces, c'est les transports collectifs, c'est le fret, etc. C'est une urbanisation différente de ce qu'on a connu actuellement, avec des bâtiments qui sont mieux isolés, des, des, des- un urbanisme aussi qui est revenir un petit peu aux sources de l'urbanisme. Les villes méditerranéennes étaient armées pour lutter contre le changement climatique et on le voit encore dans des pays, dans des villes d'Afrique du Nord. Eh bien, l'urbanisme est assez bien conçu. Eh bien, on a tendance un peu à oublier ça et on devrait revenir sur des urbanismes de nos ancêtres qui permettent de lutter justement contre les chaleurs excessives. Et puis, il y a les solutions fondées sur la nature avec végétalisation, en faisant bien attention au choix des essences, parce qu'il faut que les essences qu'on va planter soient capables de résister à des sécheresses de plus en plus longues. Et évidemment, des parcs, des jardins partagés qui ont des bénéfices assez importants. Par exemple, on a un peu tendance à l'oublier. Là où il y a des parcs et des jardins partagés, eh bien, la relation sociale est bien meilleure et c'est bien plus agréable de vivre dans ce type de conditions que dans des conditions où c'est beaucoup plus artificiel. Voilà. Alors, rapidement, où on en est au niveau de l'énergie, c'est vraiment la clé, l'énergie de nos émissions de gaz à effet de serre. Hein. Vous voyez, en région, l'essentiel de notre énergie, d'abord, on ne produit pas toute l'énergie dont on a besoin. Et dans l'énergie qu'on produit, c'est essentiellement de l'hydroélectricité,
et de la biomasse et de l'énergie issue de déchets. Et en petite quantité, on a le photovoltaïque et en vraiment quantité euh, insignifiante, c'est l'éolien. Donc là, il y a des efforts à faire de diversification des énergies renouvelables. Et les secteurs de la région qui émettent le plus de gaz à effet de serre, c'est les transports en bleu foncé, c'est l'industrie en orange, 31%, les transports 29%, et la production d'énergie 23%. Et l'agriculture est de 2% seulement. Au niveau national, les émissions de l'agriculture sont de 18%. Donc vous voyez, là, on a plutôt une agriculture peut-être moins développée que dans le nord, mais aussi plus vertueuse. Et vous voyez les évolutions en orange sur la courbe qui est à droite en bas. Vous voyez, depuis 2008, on a eu une diminution qui existe, qui est réelle, mais qui pourrait être plus importante. On est passé de 40 millions de tonnes d'équivalent CO2 à peu près, on a frôlé les 30 grâce à la crise Covid, mais tout de suite après, on a rattrapé le temps perdu. Et je n'ai pas trouvé sur le site, c'est Eureka qui nous fournit ces courbes-là, et avec Atmosud, je n'ai pas trouvé les données pour 2022. Mais ce que vous voyez, c'est que on a une petite diminution qui devrait s'accentuer. Et en particulier, vous avez en vert les projections, les cibles vers lesquelles il faut aller. Il faudrait arriver à 10 millions de tonnes en 2050. Voilà, donc au début, on voit que la diminution est relativement faible, mais elle devrait être beaucoup plus forte dans la deuxième partie. Donc plus tôt on diminue, mieux ce sera pour atteindre l'objectif. Voilà, eh bien, je vais vous laisser cette image-là pour terminer. C'est en guise de conclusion, en trois mots, l'action est urgente, mais il y a des freins. Et les freins, c'est que, en gros, le climat, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment palpable pour les citoyens. C'est-à-dire que quand on a un pic de pollution, on le voit tout de suite, on se met à tousser et voilà, on dit bon, ben, il y a trop de pollution, il faut faire attention. Au niveau du climat, eh bien, il y a quelques événements extrêmes, effectivement, il y en a de plus en plus, mais on ressent beaucoup moins le changement climatique que d'autres facteurs, et donc c'est beaucoup plus difficile de convaincre de l'importance de lutter contre le changement climatique. Donc, il y a réellement euh, une perception de l'urgence à agir qu'il faut absolument modifier. Et là, il doit y avoir une volonté politique, une exemplarité, un leadership des institutions, une dynamique collective qui doit être mise en place parce que ce n'est pas suffisant de dire à chacun, vous devez faire vos petits efforts de colibri et puis ça va aller. Non, vous pouvez essayer vous-même de faire votre bilan carbone, vous verrez que c'est impossible de le réduire suffisamment tout seul. Ça ne peut se faire que grâce à un changement des politiques publiques. Voilà, je voudrais en rester là à ça. Je vous remercie pour votre écoute. Super, bah merci beaucoup Joël, c'était très passionnant et inquiétant. Donc il y a quelques questions, donc une première en partant de la fin sur le volet transport, mais je pense que ce sera évoqué dans le groupe de travail transport et sur les aspects émissions de CO2, tu as déjà répondu dans la diapo concernée. Ensuite, il y avait une remarque, comme une question sur comment convaincre les climato-sceptiques qui seraient encore très nombreux dans notre région. Et la première question qui avait été posée, c'était est-ce que c'est pas un constat d'impuissance, le fait de s'appuyer sur les stratégies d'adaptation? Là, je pense qu'on peut répondre qu'on a vraiment une stratégie double sur l'atténuation, la baisse des émissions et l'adaptation, puisqu'on on n'a pas le choix. Voilà les trois principales. Il y a Oui, une main alors, levée, mais je ne peux pas vous donner la parole. Donc, mettez votre question dans le chat. Je ne sais pas bon. laquelle tu veux répondre ou Alors, la c'est dernière, des questions un peu générales. par exemple, le climato-sceptique, c'est quelque chose de relativement compliqué et simple à la fois. C'est-à-dire qu'il y a deux types de climato-sceptiques. Il y a ceux qu'on ne convaincra jamais. On a beau avoir les arguments les plus pertinents, ça ne changera pas. Et ça, du côté des scientifiques, on a arrêté d'essayer de les convaincre. Par contre, il y a un climato
on va pas dire scepticisme, c'est plutôt des gens qui ne perçoivent pas l'urgence du changement climatique et ont du mal en fait à remettre en question leur mode de vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut se travailler par de la sensibilisation. Et je pense que ça va même peut-être arriver de plus en plus, simplement, malheureusement d'ailleurs, par des d'événements extrêmes de plus en plus délétères et qui va montrer qu'il se passe réellement quelque chose et que de toute façon, on ne va pas pouvoir continuer à vivre comme on a toujours vécu. Enfin, on n'a pas toujours vécu comme ça, hein. Il faut pas oublier que dans les années 60, on vivait différemment, on gaspillait moins, etc. Mais donc, finalement, on ne demande pas à revenir au Moyen Âge, on demande à revenir un peu plus raisonnable comme on l'était il y a quelques dizaines d'années, quoi. Et puis, l'adaptation et l'atténuation, oui. L'adaptation, effectivement, on a longtemps considéré que c'était un peu une politique de loser, ça veut dire qu'on n'est pas capable de limiter le changement climatique, donc il faut s'adapter. Maintenant, on sait que de toute façon, une partie du changement climatique est inévitable, donc il a déjà commencé puisqu'on est déjà à 1,1 et on sera très certainement dans 10-20 ans à 1,5 degré au niveau global. Donc, il faut s'adapter à ça et on sait que c'est déjà difficile puisque en 2022-2023, on a eu des canicules, on a eu des sécheresses, donc ça impose de l'adaptation. L'idéal, en fait, c'est des mesures d'adaptation qui prennent en compte l'atténuation en même temps, comme par exemple la végétation en ville, euh, par exemple, l'alimentation locale, par exemple, se fournir en alimentation locale qui est bio, qui est en agriculture raisonnée. Tout ça, c'est bon pour le climat et en même temps, c'est bon pour la santé également. Donc, il faut faire sortir en fait le côté intéressant pour la vie de tous les jours d'aller dans cette direction-là et ne pas faire croire que c'est punitif comme stratégie, que ça va être dur, etc. Effectivement, on va changer nos habitudes, ça va être changer ses habitudes, c'est toujours un peu dur, mais pour arriver en fait à des conditions de vie qui pourraient être bien meilleures. Et je pense que on a un effort de pédagogie à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai fait tout ou il y a encore une autre question à Oui, je laquelle pense tu que peux pas c'est bon. répondre. Donc, il y a encore deux, trois questions. On peut peut-être les prendre très rapidement. Donc, une question sur comment on mesure la perte de biodiversité. Une autre sur une explication des baisses de CO2 constatées, notamment sur le territoire régional, avec une autre remarque sur le lien avec éventuellement désindustrialisation. Et sur une remarque sur les actions agricoles qui paraissent assez précises, un peu moins sur les autres secteurs. Là, je répondrai si tu veux bien. En fait, l'idée de définir des actions et de les mettre en œuvre, voir comment on les met en œuvre, ce sera plutôt l'objet des groupes de travail auxquels vous allez participer, les groupes de travail thématiques. Donc, je propose de laisser Joël répondre, s'il le peut, aux deux questions sur la biodive et sur les quelques grandes raisons des baisses d'émissions de CO2 sur le territoire régional. Et ensuite, Alors, on pourra conclure presque à l'heure. oui, alors pour l'indice de biodiversité, je ne sais pas exactement comment il est construit, mais à mon avis, il est basé sur enfin, la dimension des populations du vivant qui diminue simplement le pourcentage d'espèces, pardon, pas d'espèces, par exemple, on a de moins en moins d'insectes, tout le monde peut le voir quand vous circulez en voiture, il y a de moins en moins d'insectes écrasés sur votre pare-brise. Ça montre bien que le nombre d'insectes a diminué. Et on peut faire des études équivalentes avec les oiseaux, etc. Donc, en fait, il suffit de compter le nombre d'individus dans chaque espèce et voir son Donc, il y a un évolution. indice, peut-être pour compléter, un indice région vivante qui est élaboré et mesuré par l'ARB, je crois, qui met le taux de croissance ou de décroissance des espèces. Donc ça peut faire partie des indicateurs aussi qui sont utilisés. Et il y a en ce moment l'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité. Voilà, Oui, excuse-moi de t'avoir coupé. oui, non, mais je pense qu'il y avait ça et puis il y avait encore un autre point de. Les explications de baisse d'émissions de CO2. Alors, là, on est seulement depuis 2008. Alors, je ne sais pas. Bon, la zone industrielle de Fosberg, c'est vraiment elle qui est responsable des émissions industrielles de la région, hein. C'est vraiment là que se trouve l'essentiel de l'industrie. Depuis 2008, je sais pas, je connais pas les statistiques. Je ne sais pas s'il y a eu de fortes diminutions d'industrialisation dans cette région-là. Je sais que maintenant, ils sont en train de se convertir vers quelque chose de plus vert. Mais de toute façon, ça fait partie des choses qui sont à faire. Il faut que l'industrie diminue ses émissions.
Alors évidemment, si c'est pour en allant construire les usines ailleurs, on n'a pas réglé le problème, hein. D'ailleurs, on a les émissions territoriales. Ces statistiques-là que vous voyez, ce sont les émissions territoriales. Mais en réalité, pour être vraiment complet, il faudrait regarder l'empreinte carbone de chacun d'entre nous. Et en gros, un Français moyen, territorialement parlant, émet à peu près de 6 à 7 tonnes par an. Et si on met dedans tout ce qu'il achète qui est fabriqué à l'extérieur, en Chine par exemple, eh bien, on arrive à ce qu'on appelle l'empreinte carbone et elle est de 10 tonnes. Vous voyez, donc presque aussi élevée que les émissions territoriales. Alors là, la désindustrialisation rentre là-dedans, puisque ce sont des biens qui sont construits ailleurs. Par contre, pour la région sud, eh bien, je ne l'ai pas dit, mais on est au-dessus de la moyenne nationale. Entre 6 et 7, c'est plutôt 8 au niveau territorial, tonnes par an et par habitant, pour arriver à 12 tonnes d'empreinte carbone. Donc là, il y a un effort pour la région à essayer d'être en dessous de la moyenne nationale, si possible. Très bien, bah, je vois que les gens commencent à nous quitter. Donc, merci encore une fois très chaleureusement, Joël, de cette intervention qui était passionnante. Donc, le constat est sans appel, il faut agir sur l'atténuation, sur l'adaptation. Donc, ce sera vraiment l'objet de cette planification écologique de mettre en œuvre les solutions, surtout, il y en a déjà beaucoup qui sont connues. Sur les aspects pratiques, donc les fiches du grec qui ont été évoquées, on les mettra à disposition sur Resana et également sur le site Connaissance du territoire. Sous peu, on mettra également le replay et les diapos si Joël en est d'accord. Très bien. Euh, et pensez bien à confirmer votre inscription au groupe de travail pour la semaine prochaine. C'est important pour nous pour pouvoir préparer les aspects pratiques. Donc, il me reste encore une fois à vous remercier tous de votre participation, de vos questions. Merci à Joël et puis rendez-vous à chacun d'entre vous la semaine prochaine pour vos groupes de travail respectifs et fin juin pour la COP régionale. À bientôt à tous. Merci.